et bienvenue pour une nouvelle émission sur tous les secrets du pneu. Eh bien oui, vous le savez, ces émissions de garage, on rentre dans la technique de la moto et cette fois-ci, dans la technique du pneu, vous avez pu apprécier la première émission sur toutes les matières et une fois qu'on a toutes les matières, entre les tringles, entre le caoutchouc, entre les polymères, entre l'huile, comment on fait un pneu? C'est comme le gâteau, on a les ingrédients, maintenant on va faire la recette. Eh bien, vous allez tout voir puisqu'on va rentrer dans l'usine Dunlop de Montluçon. Et oui, on parle bien de l'usine française. Et merci encore à Dunlop de nous avoir ouvert ses portes parce que depuis 25 ans du repère des moteurs, on n'avait jamais eu le droit et l'autorisation chez n'importe quel manufacturier d'aller faire de la vidéo. Donc là, cette émission et ce passage pour découvrir tous les secrets des pneus et de la fabrication d'un pneu, on peut vous l'assurer, c'est une première. On va passer à l'étage pour prendre le process. Ici, nous sommes à l'étage de fabrication du mélange. On va arriver ici avec les matières premières, l'arrivée des matières premières, les caoutchoucs, caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique qui vont être coupés, préparés, l'assemblage de produits chimiques, des poudres, des agents vulcanisants ou ainsi de suite, et qui vont être assemblés dans un bamburi. Ce que vous appelez le bamburi, c'est en fait le... Là, on met tous les produits. C'est un mélangeur, un pétrin, le pétrin du boulanger. Le principe est d'amener toutes les matières premières sur le tapis du bamburi, tout un process de pesée qui permet de contrôler que tous les éléments soient présents, d'alimenter et de prolonger pour que ça soit malaxé par l'arrière. Tout ce qui est caoutchouc notamment, tout ce qui est caoutchouc, donc c'est sous forme manuelle, mais bon, vous voyez avec les systèmes de ventouse évidemment pour des conditions de travail. Le total d'un mélange, c'est plus de 200 kg. On ne le voit pas là, mais il y a beaucoup d'ingrédients qui sont injectés directement. L'huile, d'autres produits sous forme liquide, mais tout ce qui est liquide ou en poudre est souvent introduit directement. Mais tout ce qui est donc caoutchouc ou pastilles ou paillettes ou granulés, c'est posé sur ce tapis de chargement. Ça part en bas, ça va être contrôlé au labo, et après on va le mettre en forme dans une extrudeuse pour faire la bande de roulement. Donc on va avoir deux types de mélanges. Ce qu'on appelle le mélange non productif, c'est un mélange qui ne vulcanisera pas, et on arrivera au dernier stade où là on passera avec un mélange productif, c'est-à-dire avec un agent vulcanisant qui permettra d'avoir ses fonctionnalités à la fin. Donc il est clair que dans le process, le contrôle des températures, le contrôle des pressions, les poids sont des éléments critiques sur la bonne réalisation du pneumatique. À cette étape, on va contrôler les poids et la partie processabilité. Derrière, on va regarder les caractéristiques du mélange par lui-même. Et c'est quoi les degrés de tolérance ? Ça va dépendre des produits par eux-mêmes. Ça peut aller jusqu'à quelques dizaines de grammes sur des produits chimiques, un peu plus sur des mélanges par eux-mêmes. Est-ce que c'est à partir de là qu'on a une forme de traçabilité ? C'est que vous êtes capable d'enregistrer, de sauvegarder toutes ces informations-là à chaque moment ? Je dirais même que la traçabilité va arriver avant. C'est-à-dire que la traçabilité, on va être capable de retrouver la trace de chaque composant par lui-même. Quelle est la matière première qui a été utilisée, dans quelles conditions il a été utilisé. Chaque produit est traçable. Vous êtes en train de me dire qu'il y a une meilleure traçabilité de la manière dont on fait un pneu que de la viande de cheval dans les lasagnes ? Je ne connais pas le process de la viande de cheval. Ce que je peux vous dire, c'est que la traçabilité sur un pneumatique, elle est irréprochable. On arrive à la station du dessous où le mélange qu'on a vu sur le tapis a été mélangé et redescend ici, écrasé pour être mis en bande et pouvoir être utilisé. Il sort à peu près à un petit peu plus de 100 degrés. 190, 105 maximum, je vous avais expliqué ce matin. Donc ça, là, si vous mettez la main, il doit être à 90, je pense. Et après, il part dans un système de refroidissement pour être à la fin à 30 degrés. La première étape, c'est de le remettre dans ce qu'on appelle une solution anticollante pour que quand on va le remettre l'un sur l'autre, ça ne fasse pas un gros paquet en fait. Ici, c'est une roue qui va permettre de garder une traçabilité avec un nom de mélange. Et toute la partie que l'on va voir à l'arrière, c'est une partie de refroidissement. Une soufflerie qui va permettre de refroidir le mélange, encore une fois, pour qu'il soit processable et être utilisable à l'arrière. Il n'y aura plus aucun autre mélange après. Après, c'est juste de la mise en forme, en fait. Exactement. Tous les ingrédients sont incorporés dedans, y compris les ingrédients pour la cuisson, mais qui n'ont pas pu réagir parce que la température était basse. Et après, il est mis sur une palette, on appelle ça une palette, et mis en bande de cette façon pour être ensuite stocké et aller au laboratoire contrôler. Donc là, on est dans le laboratoire de contrôle des mélanges.
Vous avez vu tout à l'heure donc les échantillons prélevés de ce format-là, donc prélevés sur les palettes de mélange, envoyés par une navette qui arrive directement ici. On a toute une série d'appareils qui permettent donc de vérifier la conformité de la composition de nos mélanges et des propriétés qu'il aura. On simule sur ce genre d'appareil ici le mélange une fois vulcanisé, comme s'il était dans le pneu. Donc ces appareils-là vont chauffer les échantillons et faire des mesures de module en dynamique pour s'assurer qu'il a la bonne composition, la bonne vitesse de cuisson, donc dans les délais qui nous importent, et puis d'avoir le renforcement nécessaire. Tout comme il sera dans le pneu à la fin. On anticipe les propriétés qu'aura le mélange une fois cuit dans le pneu. Donc on a mis un échantillon à peu près de cette taille à l'intérieur, il est positionné comme ça, la chambre se ferme, c'est à une certaine température, on fait une mesure en dynamique parce que le disque en dessous qui est strié va donner une certaine forme à l'échantillon et va mesurer en dynamique son module. Et une fois que le mélange a vulcanisé, donc complètement cuit, le module est arrivé à son maximum pour donner l'élasticité complète du mélange et simuler comment il va être dans le pneu. Il se passe combien de temps entre le moment où l'échantillon il part de la chaîne, il arrive dans le labo et que le labo donne son OK? Alors bon, il arrive dans le labo quelques secondes après et suivant les mesures, donc il y a des mesures qui durent quand même dans certains cas une demi-heure, 1 heure, donc ça ne peut pas être plus court que ça, donc c'est aux environs de, allez, on va dire 1 heure pour donner l'autorisation d'utiliser une série de mélanges ou quelques mélanges. Alors maintenant, on sort du laboratoire et on va aller voir l'extrusion, donc la mise en forme de la bande de roulement. Donc là on sort du labo, les bandes ont l'autorisation de commencer à faire leur cheminement suivant. Exactement. Donc devant nous, nous avons les plateaux de mélange acceptés par le laboratoire qui vont donc sur une bande transporteuse pour passer dans une extrudeuse, donc une vis qui va les pousser et les amener vers une deuxième vis là-bas et qui va les faire traverser par une filière à la forme et dimension souhaitée pour la bande de roulement. Ceci pour chaque dimension de pneu. Donc ce qui est très très large là va devenir très très fin en fait. Pas forcément très fin, mais effectivement ce sera une bande beaucoup moins large que ce que nous voyons là, mais l'épaisseur peut être à peu près du même ordre. Donc le mélange va arriver d'un certain côté, va suivre certaines formes, et après à la fin va passer dans une filière. Voilà un exemple de filière qui donne la forme, vous voyez la forme ici de la bande de roulement. Donc le mélange va arriver là-dedans, en dessous c'est plat, et va avoir une forme bien précise qu'on peut voir derrière vous. Et tout ça à une température spécifique? Oui, il y a des températures spécifiques, notamment des températures à ne pas dépasser, pour pas que ce soit trop haut, pour pas que le mélange cuise justement là maintenant. Donc là, vous avez un passage sur une balance qui vous permet de vous assurer, au-delà des cotes dimensionnelles, que vous avez bien le bon poids au mètre de la bande de roulement. Là, vous avez un appareil qui permet de mesurer justement le profil d'un bord à l'autre pour voir si on a les bonnes épaisseurs sur l'ensemble de la distance. Et puis, dans la foulée, vous avez ici un marquage au jet d'encre qui permet de donner le code exact de chaque bande de roulement. Pour chaque pneu, il existe un profilé de bande de roulement, donc un code spécifique qu'on voit apparaître ici sur le marquage jet d'encre à cet endroit. Ici, on est donc toujours dans l'étape de préparation des semi-ouvrés. Donc on est sur l'îlot calandre où on va calendrer les gommes sur des plis rentrant dans la composition du pneumatique en termes de renforcement du pneu. On va prendre le mélange et on va les retravailler, on va les remalaxer pour les re-rendre plastiques, d'accord, et pour permettre d'acheminer la gomme et de la poser sur ce qu'on appelle un tissu qui a été préalablement coupé dans un autre processus. On réalise une petite feuille de gomme dont on contrôle l'épaisseur. On l'a fait acheminer à travers des rouleaux. On vient en fait poser ces bandelettes de gomme sur du pli qui est déjà coupé et enroulé dans un contenant. D'accord ? Ces bandelettes de gomme sont à des endroits, à des positions très précises, déterminées par le développement, qui permettent soit d'apporter un renfort, soit d'apporter une étanchéité, soit d'apporter une caractéristique d'épaisseur dans le pneu terminé. Donc sur cette ligne ici, nous fabriquons des tringles de différentes tailles de jantes. C'est une fonction très importante du pneu parce que c'est ce qui fait la liaison avec la jante et avec le véhicule. Donc dans un premier temps, on va utiliser un fil, d'accord, sur lesquels on va venir déposer de la gomme.
un peu comme un procédé d'extrusion. En fait, c'est comme un procédé d'enrobage. Et on va venir enrouler cette tringle-là sur un tambour pour lui donner la configuration requise par le procédé de fabrication. Donc ce qui est important de préciser sur cet îlot-là, c'est qu'effectivement on vient contrôler la largeur, l'épaisseur de la tringle, mais aussi le diamètre. Ce contrôle-là est fait, on va dire, très périodiquement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive du procédé. Ça donne ça. Ici, sur cette machine-là, on va réaliser ce qu'on appelle le JLB, en anglais Joint Lace Band. Donc c'est une petite bandelette de câblé enrobée de gomme qui va s'appliquer dans le processus de confection de manière périphérique pour former une ceinture dans le pneumatique fini et qui permet de lutter contre l'expansion dynamique, le gonflement du pneu pendant son utilisation sur route. Sur cette machine-là, on utilise des câblés aussi bien métalliques que de matière, on va dire, composite, aramide. Ces câblés-là donc, sont positionnés sur ce qu'on appelle un cantre, donc toute une série de déroulages, et sont acheminés vers une extrudeuse de la même manière que ce que vous avez vu sur une fabrication d'une tringle, et sur lesquels on applique un enrobage de gomme à l'identique d'une tringle. Voilà. Donc là, nous avons fini avec le secteur préparation et nous allons aller dans le secteur assemblage. Donc à ce stade, nous reprenons les éléments qui ont été préparés, qui ont été mis en cartouche. On va les mettre sur un tambour et on va réaliser l'assemblage de l'ensemble des éléments, les tringles, le pli, ainsi de suite, sans assemblage mécanique, mais plutôt un assemblage par le collant lui-même de l'élément. C'est-à-dire que la pression que l'on va mettre dans les membranes de poussée va suffire à la processabilité et l'assemblage des éléments. Christophe, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce type de montage? Ça fait environ 30 ans. Il faut de la précision, quoi, de la dextérité. On a des petits joints à faire, c'est vraiment des trucs très précis. Ça se joue plutôt au 10 cm, au centimètre ou au millimètre? On est plus dans les millimètres là. Sur un joint, on est dans les 3 mm. Et vous êtes toujours sur le même type de machine et d'assemblage ou vous tournez un petit peu? Non, on tourne. On a différentes machines et on tourne. On a une certaine rotation, selon les besoins, quoi. Qu'est-ce qui est le plus dur et qu'est-ce qui est le plus facile en fonction des endroits où vous évoluez? Oh, je veux dire, ça se voit à peu près partout. On a des dimensions un petit peu plus délicates, mais bon, tout se vaut, quoi. Arrivé à une certaine expérience, bon, on voit plus trop la différence, quoi. Bon, ben merci Christophe. Je vous remercie. Donc sur la même machine, l'autre poste, on va récupérer les carcasses précédemment réalisées qu'on va assembler à une ceinture. Une ceinture qui est faite d'une bande de roulement et de JLB. Là on voit l'assemblage, le positionnement de la ceinture préalablement réalisé. On y ajoute des bandes qu'on va assembler avec la ceinture. Alors, le laser sert au positionnement des éléments. C'est une aide à l'opérateur pour s'assurer que les éléments soient correctement positionnés. Pour la ceinture, on positionne le JLB au milieu du tambour. Le JLB se positionne et dessus on va ajouter la bande de roulement, qu'on appelle le protecteur. On va ajouter la bande de roulement, donc la partie qui est en contact avec la route, au-dessus du JLB. Donc là on a l'assemblage de la ceinture avec la carcasse préalablement réalisée. Et on commence à s'imaginer notre pneumatique là. Donc on a des galets mécaniques de roulage, une action de roulage avec un mouvement circulaire de galets à l'extérieur qui va appliquer la bande de roulement sur l'ensemble de la carcasse. Mais là c'est un slick, non? Ils seront tous slick à ce moment-là. La géométrie, la forme va apparaître en cuisson en fait. Donc nous venons de réaliser notre carcasse, nous arrivons dans le secteur vulcanisation où nous allons donner la forme finale au pneumatique à l'intérieur. Donc nous allons le mettre dans la presse de cuisson où là on va lui apporter les calories lui permettant de retrouver sa forme finale. Et c'est donc la presse qui va déterminer le dessin, les sculptures, le flanc, tout y est là. Tout à fait. Toute la partie normative avec la dimension, la traçabilité extérieure, l'indice de vitesse, l'indice de charge, toute cette partie-là sera faite par le moule, ainsi que le dessin de gravure qui sera marqué également. La vulcanisation consiste à amener des calories au pneumatique. Donc à l'intérieur, on va mettre de la vapeur pendant quelques minutes avec une certaine pression et ensuite on va ajouter une grosse pression d'azote au total pour avoir un cycle de vulcanisation qui sera dans les environs de 10 minutes.
Par contre, c'est une cuisson pneu par pneu. Il n'y a pas 10 pneus qui cuisent en même temps. Non, c'est pneu par pneu. Il peut y avoir plusieurs presses qui vont cuire un pneu, mais on ne peut pas multiplier le nombre de pneus. Donc c'est pas comme la fournée de la pizza, on peut pas mettre 10 non. pizzas dans le four. Ah non, là c'est vraiment pneu par pneu. Donc là on arrive au contrôle visuel du pneumatique, qui nécessite une attention bien particulière, où on va regarder tous les défauts d'apparence du pneumatique. Est-ce que Fernando, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites un contrôle? Qu'est-ce que vous contrôlez? Je fais un contrôle visuel sur la bande de roulement, les flancs et le pneu en interne. C'est juste un défaut d'aspect et c'est rarement un défaut de qualité. Donc l'inspection est un point stratégique comme on vient de le dire. Pour former un inspecteur, c'est à peu près 3 mois. C'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école ou ailleurs, c'est vraiment dans le monde du pneumatique. Et je vous avoue que c'est pour moi l'un des travaux les plus difficiles. Parce que c'est une concentration énorme. Être 8 heures concentré pour vérifier avec minutie l'ensemble d'un pneumatique, c'est beaucoup plus compliqué que ça ne le semble. Et bien voilà, j'espère qu'avec cette deuxième partie, cette deuxième émission sur tous les secrets de fabrication d'un pneu, vous avez découvert plein de choses. Si vous n'avez pas déjà vu la première partie qui consiste à découvrir toutes les matières qui constituent un pneu, et oui, c'est pas que du caoutchouc, ce ne sont pas que des polymères, ce ne sont pas uniquement des tringles, il y a du tissu, il y a du métal, il y a vraiment plein de choses. Allez voir cette première émission et puis surtout, il y a encore plein de secrets sur les pneus. Avant de fabriquer un pneu, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et oui. là, c'est là où les ingénieurs, les recherches et développement travaillent à partir des techniques des motos et des besoins consommateurs pour créer le pneu de vos rêves. Et tout en regardant de façon attentive la concurrence. Bref, si vous voulez savoir comment on crée un pneu, comment on pense à un pneu, Dunlop nous a ouvert également son centre de R&D à Montluçon. À suivre dans une troisième partie. À bientôt.